C'est bon. On est bon, Denis? Allez, c'est parti. Alors, je déclare la séance ouverte et je vous rappelle qu'elle est retransmise en direct. Et donc, je vais faire l'appel. Donc, Aurélie Guitny présente, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Giraudino, Roger Masson, Constant Chauvet, Isabelle Nicolas. Catherine Lelgouache est absente et a donné pouvoir à Nathalie Bossard. Olivier Guillet. Nathalie Bossard. Yannick Le Bihan est absent et a donné pouvoir à Stéphane Lambert. Laurence Renaudino. Anthony Jaunâtre. Samuel Berthelot. Thierry Ricci. David Binet. Mariette Laura. Christophe Belin. David Rimbert. Delphine Chauvet. Emmanuel Poisblanc. Christine Chevalier. Guy-Luc Fradin. Fabienne Merceron. Hérault Frédéric est absent. Sandra Augiras et Bruno Clavier. Très bien. Et donc le quorum est atteint. Ça, c'est bon. Donc il nous faut approuver le compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations ou autres sur le procès verbal ? Donc, il n'y a pas d'observation à formuler sur le procès verbal qui vous a été transmis le 24 janvier. Et il nous faut désigner un secrétaire de séance. Gérard. Merci Gérard. Et on est parti donc pour l'ordre du jour avec le premier point, le rapport et le débat d'orientation budgétaire. Donc, conformément aux obligations qui s'appliquent aux communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal doit procéder à un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget communal et doit établir un rapport d'orientation budgétaire. Donc, le rapport, nous allons l'étudier maintenant. Donc, tout d'abord, voilà, merci. Le planning, donc nous nous sommes réunis en commission finances le 23 janvier. Donc aujourd'hui, nous étudions donc le DOM, le 30 janvier 2024. La prochaine commission finances aura lieu le 13 février pour parler des subventions, des tarifs et du compte financier unique si nous avons les éléments. Et on se retrouvera en conseil municipal le 20 février pour en débattre. Et ensuite, la commission finances se retrouvera le 12 mars et le vote du budget primitif aura lieu le 26 mars. Donc, les mesures du projet de loi de finances 2024 relatives aux collectivités. Fiscalité donc locale. En matière de fiscalité foncière, l'anticipation d'un glissement de l'indice des prix à la consommation harmonisée de novembre 2022 à novembre 2023 de 4%, annonçant une revalorisation d'autant pour les valeurs locatives cadastrales, a fait ressurgir le spectre du plafonnement de cette revalorisation dans le but de protéger le citoyen, qui se voit confronté à une hausse de 15,2% de ses bases en 3 ans, 3,5% en 2022, 7,1% en 2023 et 4% en 2024. Dotation globale de fonctionnement. Côté dotation, le gouvernement a décidé cette année encore d'abonder plus que d'habitude l'enveloppe globale de DGF du bloc communal, avec un abondement à hauteur de 220 millions d'euros, répartis pour 100 millions d'euros sur les dotations de solidarité rurale, DSR, et notamment 60% sur sa fraction péréquation, pour 90 millions d'euros sur la dotation de solidarité urbaine, DSU, sans rogner la dotation forfaitaire, DF, pour les communes, et pour 30 millions d'euros sur les dotations d'intercommunalité,
pour les intercommunalités, donc, qui se voit abondé de 90 millions d'euros au total. 60 millions d'euros sur la dotation de compensation étant ajoutés aux 30 millions d'euros mentionnés précédemment. La dotation nationale de péréquation voit une garantie de sortie être instaurée. Sur sa part majoration, la première année de sortie d'éligibilité, à hauteur de 50% du montant perçu au titre de cette part l'année précédente. Le critère de revenu par habitant intervenant dans le calcul de la part cible de la dotation de solidarité rurale est remplacé par la moyenne des 3 dernières années dans l'objectif de stabiliser les bénéficiaires de cette fraction. La dotation pour les titres sécurisés, ces critères sont remaniés, donnant à l'utilisation d'un module dématérialisé de prise de rendez-vous une importance supérieure. La dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la garantie de l'État sur les sommes payées en assurance pour la protection fonctionnelle des élus voit son périmètre étendu aux communes de moins de 10 000 habitants. Extension de la FCTVA, le périmètre du FCTVA est étendu aux dépenses liées à l'aménagement de terrain. Une rallonge de 250 millions d'euros est budgétée pour financer cette extension. Donc, en ce qui concerne le contexte local, population totale prise en compte dans le calcul des dotations est de 7 357 habitants. La population communale étant de 7 218 habitants. La prospective établie sur 2023-2027 montre un contexte inflationniste important, plus 4,9% au niveau national, avec des prix qui demeurent élevés. Coût de l'énergie, taux d'intérêt autour de 4%, coûts de prestations, l'alimentation, les coûts des travaux, les fournitures et matériaux. Les dépenses de personnel en hausse avec l'application du nouveau régime indemnitaire, 160 000 euros. L'augmentation de 5 points d'indice au 1er janvier, 20 000 euros. La mise en place d'astreintes d'agents, 8 300 euros sans les interventions. Le coût des agents recenseurs, 30 000 euros. L'encours de la dette qui était de 5,865 millions d'euros au 31/12/2022, 809 euros par habitant, est passé au 31/12/2023 à 5,150 millions d'euros, soit 700 euros par habitant. Il passera à 6,217 millions d'euros au 31/12/2024 avec un emprunt de 1,8 million d'euros, soit 849 euros par habitant. Il passera à 5,518 millions d'euros au 31/12/2025, soit 745 euros par habitant sans emprunt nouveau. Le ratio de solvabilité ou de désendettement, rapport en cours de la dette épargne brute, était de 4,87 années en 2023. Objectif fixé. Maintenir le niveau des services publics attendus par les Pazenais, permettre la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement réaliste et prenant en compte les priorités de l'équipe municipale, rénovation énergétique de nos bâtiments, maintenir un niveau d'épargne brute supérieur à 10%, maintenir une capacité de désendettement acceptable inférieure à 10 ans, ne pas augmenter la fiscalité, maintenir un niveau acceptable le soutien aux associations, augmentation des tarifs municipaux de 2 à 4%. Donc là, on a remis un petit graphique pour vous expliquer le fonctionnement. Donc on a un budget fonctionnement dépenses-recettes. La différence entre les recettes moins les dépenses, c'est l'épargne brute. Et cette épargne brute, on le réinvestit dans l'investissement. Ça sert de recette d'investissement. Donc l'épargne brute moins les remboursements de la dette, c'est notre épargne nette, ce qu'on peut investir réellement. Donc nous allons tout d'abord évaluer les recettes et les dépenses de fonctionnement, puis déterminer l'équilibre budgétaire de la commune et calculer le niveau d'endettement. Ensuite, nous discuterons des futurs investissements afin de préparer le budget primitif. Donc dans un premier lieu, on va voir le coût des services municipaux. Parce qu'on a la chance d'avoir quand même
3 services culturels, mais bon, il y a un coût pour la commune. Donc au niveau de la bibliothèque, on s'aperçoit qu'on est à coût reste à charge par lecteur assez stable, avec une augmentation de lecteurs cette année, enfin en 2023. Pour l'école de musique, on a un coût en augmentation en 2023. Donc c'est lié aux dépenses, bien sûr, d'énergie, d'électricité, mais aussi aux dépenses d'heures supplémentaires pour les salariés ou même d'absence remplacée, de formation, de congé de formation. Donc le reste à charge par élève pour 233 élèves est de 1 087 € par élève. Donc on a eu une discussion lors de la commission finances pour savoir si on devait augmenter de 2 à 4% ou de 4% le tarif. Peut-être faire un travail aussi sur le quotient familial, faire un tarif au quotient familial en gardant une recette constante. Voilà, tout ça, ce sera rediscuté lors des prochaines commissions finances. Au niveau de la restauration scolaire, donc on arrive à un reste à charge par repas à 4,04 € en 2023. Donc tout ça, c'est lié principalement à la forte augmentation de notre prestataire de janvier à juin. Là, on a un nombre de repas qui va augmenter avec les mercredis et les vacances. Donc, on espère stabiliser le coût du repas autour des 3,50, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau du théâtre, en 2023, donc, là, on s'aperçoit que le reste pour la commune est en baisse. Mais il faut annoncer... Oui, il faut se rappeler que la première année, on a eu beaucoup de dépenses de matériel pour la mise en place, la mise en route du théâtre. Alors, au niveau du personnel de la commune, donc, nous avons 67,21 équivalents temps plein, c'est-à-dire 12,42 en mairie, un agent en communication, un agent volontaire territorial administration, 2,46 au pôle social, police municipale 2, restauration scolaire 9,27, école de musique 8,36, ADSEM 4,24, DST 1, voirie 5, espace vert 5, bâtiments communaux 6, agent d'entretien bâtiment 4,17, agent d'entretien sport 1,69, bibliothèque 2,8, théâtre 0,8. Donc, si on reprend un peu plus, si on regarde d'un peu plus près le camembert, ça nous fait 20% d'agents en administratif, 4% en social, 3% au service police municipale. Pour les écoles, c'est 20% du personnel, en prenant les ADSEM et la restauration scolaire. La culture, 17%, les agents d'entretien, 9%, et des agents techniques, 24%. Voilà comment sont répartis les agents de notre commune. Donc, à savoir qu'il y a une refacturation à l'agglo pour la restauration scolaire du mercredi midi et des vacances, ainsi que pour le ménage des locaux, et une refacturation aussi à la mairie de Rouen pour le service social, pour France Service. Alors, l'évolution des charges de personnel. Donc, l'année dernière, on avait eu une hausse... Donc, entre 2022 et 2023, il y avait une hausse liée au plus 1,5% du point d'indice en juillet 2023. Cette année, de nouveau, on a une hausse qui est à peu près de 8,7%, donc qui correspond à un an complet des 1,5%, des 5 points au 1er janvier 2024, du RICEFT, des astreintes et des recenseurs. Ensuite, on part sur une évolution à 2% par an pour le glissement vieillesse technicité, les évolutions de carrière. Donc, cette année, on aura un départ en retraite. En 2025, 2 départs en retraite. Et en 2023, bon, ça reste à confirmer, 3 départs en retraite. 2026, oui, j'ai été en... Oui. À l'envers. Ouais, à l'envers.
Donc 2024, 1, 2025, 2, 2026, 3. Au niveau des fluides, donc de 2022 à 2023, donc on a subi la forte inflation, avec 33% de plus au niveau électricité. Il faut noter quand même que pour entre 2022 et 2023, malgré cette augmentation, on a diminué notre consommation d'électricité. C'est-à-dire qu'en 2022, on a consommé 1 855 568 kWh et en 2023, on a consommé 1 551 673 kWh. Donc on a fait une économie de 300 000 kWh. Donc ce qu'on avait mis en place a fonctionné, on a réussi à réduire notre consommation. Malheureusement, le coût de l'électricité étant tellement élevé, ça n'apparaît pas sur nos factures. Donc pour l'année prochaine, on espère, c'est les chiffres qu'on a reçus du CIDELA qui nous informent d'une légère baisse. On vérifiera ça au moment du budget primitif, on va les recontacter pour vérifier effectivement qu'ils nous annoncent une bonne nouvelle. Et on espère que le changement de système de chauffage à l'école de musique et à la bibliothèque va nous apporter aussi des économies d'énergie. Globalement, on a réduit de 300 000 kWh. Si c'est le chauffage ou si c'est l'éclairage. Non, je n'ai pas étudié des chiffres aussi précis. Non, c'est pas ça. Il faut te dire ce que c'est pas. Donc les charges de gestion, donc les charges à caractère général, donc c'est les fluides, télécommunications, charges quotidiennes de fonctionnement, les contrats de maintenance, les prestations de services, les formations. Donc entre 2023 et 2024, donc on aura une légère baisse. On n'aura plus la prestation de services de Restoria, donc voilà. Et les autres charges de gestion courantes, c'est les subventions aux associations, la subvention au CCS, les primes d'assurance, travaux d'entretien, voilà, documentation, logiciel, ça reste assez stable. Alors, les dépenses de la collectivité, donc ça c'est la synthèse avec charges de gestion, charges du personnel et charges financières. Donc les charges financières, évidemment, fluctuent en fonction des emprunts. Charges de personnel, donc il y a une augmentation régulière. Et pour les charges de gestion, ça reste relativement stable. Donc les recettes. Donc on est toujours très prudent sur les recettes. Donc en 2022, on avait autres recettes d'exploitation, un gros montant, à 852 000 €. C'était le remboursement d'assurance et du théâtre, le remboursement d'assurance. Donc chaque année, on n'aura pas autant. Donc on est reparti sur des montants similaires aux années précédentes. Donc 732, 748, voilà pour les recettes d'exploitation. Et pour en 2023, on avait en dotation et subventions, donc des dotations qu'on n'aura pas cette année, pour le VTA et l'étude de la Banque des territoires pour la petite ville de demain. Donc c'est pour ça que vous observez une légère baisse entre 2023 et 2024 sur les dotations et subventions. Donc les impôts et taxes, il y a une légère augmentation liée aux bases et l'augmentation de la population. Donc justement, la fiscalité. Donc taxes foncières et habitation. Donc là, on observe une légère augmentation. Donc c'est ce que je vous disais, lié aux bases et à la population. Reversement de l'EPCI, donc c'est stable, 337 000 €. Et les taxes additionnelles des droits de mutation, ça par contre, c'est tout ce qui est transactions sur la commune.
Donc de 2022 à 2023, on avait eu une forte baisse liée au contexte économique, avec un taux d'emprunt en hausse qui rend l'achat d'un bien immobilier compliqué. Donc on est reparti sur une légère baisse cette année. On reste prudent. On espère que dans les années à venir, ça pourra remonter. Donc ça, c'est le tableau de fiscalité. Donc pour rappel, donc on avait augmenté d'un point en 2022 et en 2023. On n'envisage pas d'augmentation donc pour 2024. Donc en taxes foncières et habitation, ça ferait 2 656 000. En reversement EPCI, 337 000. Et en taxes additionnelles droits de mutation, 250 000. Donc le potentiel fiscal de la commune est de 533,55 par habitant et la moyenne potentielle fiscale des communes en France est de 778,84 par habitant. Donc l'épargne brute, donc c'est la différence entre nos recettes et nos dépenses réelles de fonctionnement. Donc il faut impérativement éviter l'effet ciseau, donc c'est que la ligne rouge et la ligne bleue se croisent. Donc on s'aperçoit qu'on s'en rapproche quand même et qu'il va falloir être très prudent dans l'avenir pour maintenir cet écart. Le taux d'épargne brute, donc ça nous indique qu'on est bien en deçà du seuil d'alerte. Le seuil limite étant à 7% et le seuil d'alerte étant à 10%. Donc l'encours de la dette pour 2024, 6 217 000, avec donc on envisage un emprunt d'1 800 000 pour cette année. Pas d'emprunt en 2025, un emprunt en 2026 de 250 000 et un emprunt en 2027 d'1 million, ce qui explique qu'en 2027, l'encours de la dette remonte à 6 111 000. Donc, dans le dernier petit graphique en bas, vous voyez que la capacité de désendettement de la collectivité reste inférieure au seuil d'alerte. Le petit graphique qui est après nous précise que pour 2024, on serait à 6,26 et en 2027 à 6,64. Donc on reste dans une situation financière satisfaisante entre 5 et 10. Donc, le dernier tableau, donc l'épargne de la commune. Donc là, on regroupe tout ce qu'on vient de dire entre les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, ce qui nous donne l'épargne brute. Donc on s'aperçoit quand même que notre épargne brute diminue. On reste quand même avec un taux d'épargne supérieur avec un seuil inférieur à 10%. En 2024, 15,31%, en 2025, 14,02%, 2026, 13,97%. Et donc, un épargne nette qui diminue et qui remonte en 2027. Et donc, la capacité des endettements, en 2023, elle était de 4,87, passe à 6,26, puis à 5,96, et pour finir en 2027 à 6,64, donc inférieur à 10. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Au niveau des investissements, alors au niveau des investissements pour l'année 2024, donc il y a l'agrandissement de la bibliothèque, de l'école de musique, 1 700 000.
au niveau de notre plan pluriannuel, on a dû décaler certains investissements étant donné qu'on va privilégier la rénovation énergétique. Donc, on va le voir un peu plus bas. Donc, la voirie, 475 000 €, c'est pour la route de Nantes, la sortie de Sainte-Pazanne. Des liaisons douces, 100 000 €. Marché à bon de commande, 160 000. Maison citoyenne, 80 000. Pas d'effacement de réseau pour cette année. Végétalisation des cours, 50 et 100 000 l'année d'après. Oui, c'est la toiture pour la maison citoyenne. Dernière tranche de l'église, on l'a reportée aussi. Donc la gestion technique des bâtiments, l'isolation, renforcement des salles, là il y a 20 000, mais il y a un reste à réaliser sur la gestion des techniques des bâtiments. Donc ensuite, l'étude PEM, 84 000. Une petite enveloppe pour des achats fonciers si nécessaire, 40 000. Budget participatif, conseil citoyen, 10 000. Les panneaux de signalisation, on a fini l'étude, donc on va être dans la réalisation pour les 2 années à venir. 100 000 en 2024 et 100 000 en 2025. Un peu d'informatique, 10 000. Accessibilité, 50 000. Véhicules, équipements. Initialement, dans le plan pluriannuel, on avait 126 000 d'inscrits sur cette ligne-là, parce qu'il y a un tracteur à changer. On a décalé l'achat du tracteur à l'année prochaine. Informatique et copieur, tout bâtiment, 30 000. Le mobilier, 30 000. La vidéoprotection, 50 000 sur 3 ans. Et donc, il y a des restes à réaliser qui sont assez importants de 2 140 000. Donc, dans les restes à réaliser, il y a donc la gestion technique des bâtiments. Il restait un petit budget pour la maison citoyenne, ce qui complétera pour la toiture. La chaudière de la maison des associations. Le logement 3 rue des Ballons. Le terrain de tennis, l'éclairage du terrain de foot, des liaisons douces. Voilà, il y a plein de choses qui ont démarré, donc c'est les restes à réaliser. Hein, plein de choses qui sont en cours et qui vont être finalisées là dans les premiers mois de l'année. Et donc en face en 2024, vous n'avez pas fini. Donc en face, on a les recettes des subventions qu'on espère. On a été très prudent sur les subventions, hein, parce que donc ce qu'on est sûr, c'est des restes à réaliser, les subventions des restes à réaliser, et on espère pour l'agrandissement de la bibliothèque 150 000 € de la région. Est-ce qu'on sait dire là, que le budget a quelle part de la rénovation du parc immobilier pour la commune des propriétaires? On va arriver en fin 2027. Est-ce qu'on aura, on peut se dire, on aura 80%, 100%? On voit qu'il y a un risque d'effet ciseaux sur l'augmentation des énergies. On voit que les dépenses et les recettes se rapprochent. Et donc, le poste énergie va faire qu'augmenter. Alors, on a vu qu'on a réussi à contenir cette augmentation quand même du fait des mesures qui avaient été prises au niveau de la sobriété énergétique. Après, non, on n'a pas de représentation du pourcentage de bâtiments parce que les études ne sont pas finalisées en fait encore tout simplement. Donc, c'est pour ça on est prudent, mais il faudra sans doute prioriser. 100% du patrimoine communal, on n'y sera pas, c'est sûr. Après, ça va être de cibler les équipements les plus énergivores et voir ce qu'on fait en premier, quoi. Là, dans les dépenses 2024, dans les investissements 2024, qu'est-ce qui relève vraiment de 2024? Tout ce qui est vert, c'est déjà engagé. Donc, c'est des choses qu'on a engagées en 2023 ou avant, c'est ça? Donc, en fait, il y a uniquement les cases blanches qui restent à engager en 2024?
En fait, ce qui est dans les cases blanches, c'est ce sur quoi on est amené à se positionner aussi pour voir effectivement les choix qu'on fait. Il reste plus grand-chose. On est d'accord. Donc le tableau suivant. Donc c'est un récapitulatif des subventions d'investissement, FCTVA, autres ressources, recettes d'ordre, les emprunts et l'autofinancement de 2021 à 2024. Donc pour 2024, donc subvention d'investissement 368 700, la FCTA 338 201, autres ressources et les taxes d'aménagement 110 000 euros. Les recettes d'ordre, donc c'est les amortissements 900 000 euros. Les emprunts, donc 1 801 000. Et puis l'autofinancement 2 461 970. Et le reste à réaliser, donc 1 319 700 en recettes. Donc ce qui fait des recettes d'investissement de 7 299 571. Donc, proposition de la commission finance. Donc, revoir au moment du BM le pourcentage d'augmentation pour les cours de l'école de musique avec l'objectif de la mise en place de tarifs en fonction du quotient familial à la rentrée 2025-2026. Prioriser l'isolation, la réfection et la dépollution des salles existantes. Prévoir des études correspondantes pour les salles sport, escale, restauration scolaire, local de rangement derrière le théâtre. Faire intervenir un programmiste pour prévoir un lissage des dépenses à engager dans ce sens. Et donc une réflexion aussi sur les bâtiments administratifs, leur aménagement, leur évolution. Donc il me reste à vous parler des budgets annexes communaux, donc qui sont beaucoup plus simples. Le budget locatif, avec des dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, donc avec un excédent de fonctionnement reporté de 9 815 euros. En investissement, un excédent d'investissement reporté à 17 482 euros. Donc les deux sections sont excédentaires. Et le budget, ce budget-là sera intégré dans le budget principal. Il a déjà été intégré dans la simulation que vous venez de voir. Le budget atelier et commerce relais, donc avec un excédent reporté de fonctionnement de 40 490 euros et un excédent d'investissement reporté de 117 013 euros. Les deux sections sont en excédent. Et pour le budget service public local électricité, donc un excédent de fonctionnement reporté de 24 669 euros et un déficit d'investissement reporté de moins 5 303 euros. Donc l'excédent de fonctionnement viendra couvrir le déficit d'investissement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des observations? Donc là, la présentation qui vous est faite, c'est donc avec cet emprunt, du coup, qui est quand même déjà conséquent, mais qui demande quand même malgré tout des efforts dans les investissements. Ça vous assomme. Je note. Ouais, donc ça veut dire clairement, l'investissement cette année est essentiellement consacré à des opérations qui sont déjà lancées, déjà en cours, qui se continuent, qui se prolongent sur 2024. C'est ça. L'idée, c'est que les gros investissements, comme l'école de musique, en fait, ils ne sont pas sur un seul exercice. Comme on avait fait la rue de Bel Air sur deux années, du coup, là, c'est un peu la même chose. Sinon, oui, on n'avait pas fait d'emprunt l'année dernière. D'accord. Donc en gros, il nous reste à peu près 250 000 à décider, on va dire. OK. Et on n'a pas parlé de la révision des taux de taxes. Non, effectivement, Nathalie, on est parti du principe qu'on ne ferait pas d'augmentation cette année. C'est ce qu'on a. OK. Voilà. Après,
Si c'est une proposition, on la prend. Ça marche, merci. Du coup, il faut que je vous fasse approuver cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, ce rapport d'orientation budgétaire est approuvé à l'unanimité. Et on va passer la parole pour un long temps à Stéphane Lambert sur la zone d'aménagement concerté des Écarts-Iponnières, où il s'agit là de l'approbation du bilan de concertation préalable à l'attribution de la concession d'aménagement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L103-2 et suivants et L311-1 et suivants, vu la délibération numéro 13 du 28 janvier 2020 par laquelle le Conseil municipal a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme prescrite le 20 septembre 2016, vu la délibération numéro 4 du 19 novembre 2018, par laquelle le Conseil municipal a validé les conclusions des études préalables d'aménagement portant sur le secteur dit Écarts-Iponnières, a opté pour la procédure de la zone d'aménagement concertée et a défini les objectifs et les modalités de la concertation. Vu la délibération numéro 17 du 26 février 2019 par laquelle le Conseil municipal a défini les enjeux, les objectifs, le périmètre d'intervention, le programme ainsi que l'économie générale du projet d'aménagement portant sur le secteur dit Écarts-Iponnières et a confirmé la réalisation de ces derniers dans le cadre d'une concession d'aménagement. Vu la délibération numéro 6 du 17 septembre 2019 par laquelle le Conseil municipal a désigné le groupement constitué des sociétés Crédit Mutuel Aménagement et Foncier, Crédit Aménagement Foncier et Nexité Foncier Conseil en tant qu'aménageur concessionnaire pour la réalisation de la future zone d'aménagement concertée Écarts-Iponnières. Vu la délibération numéro 10 du 28 septembre 2020 par laquelle le Conseil municipal a défini les modalités de poursuite de la concertation préalablement à la création de la ZAC, vu le déroulement de la concertation, vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, je rappelle que le secteur des Écarts-Iponnières est la dernière zone extension au sein de l'enveloppe urbaine de la commune identifiée au PDD du PLU. L'opération de logement doit permettre d'anticiper le développement démographique du territoire d'une part et de réaliser un nouveau quartier qualitatif et respectueux des principes de développement durable d'autre part. Il est également rappelé l'importance pour la commune de pouvoir à la fois anticiper et maîtriser l'urbanisation afin de réguler dans le temps le rythme de construction, de diversifier les logements à réaliser, de réaliser des aménagements structurants au service de l'ensemble de la population. C'est pourquoi, suite à une étude de faisabilité réalisée entre juin et octobre 2018 et une première phase de concertation publique, le Conseil municipal a acté le lancement d'une opération d'aménagement visant à réaliser un nouveau quartier d'environ 400 logements. Parmi les missions de l'aménageur concessionnaire, l'article 3 du traité de concession prévoit notamment la charge d'organiser une concertation publique préalable à la création de la ZAC. Celle-ci s'inscrira dans le prolongement de la concertation menée par la commune préalablement à l'attribution de la concession, dont le bilan a été approuvé par délibération en date du 26 février 2019. L'objectif de la concertation publique préalable à la création de la ZAC est de tenir la population informée de l'avancement des études et du projet mené par l'aménageur et la collectivité et de recueillir les contributions utiles à la conception du projet. Pour mener ces échanges, des modalités d'information et d'interaction diverses seront mises en place aux étapes clés afin de recueillir les avis et questions des parties prenantes à l'élaboration du futur quartier. Ainsi, dans le cadre de la concertation publique, Madame la maire rappelle que les modalités de la concertation préalable définies par le Conseil municipal étaient les suivantes. Organisation à minima d'une réunion publique et d'une exposition publique, diffusion d'articles régulièrement publiés dans la presse locale, dans le bulletin municipal ou encore sur le site internet de la commune, mise à disposition d'un registre tenu à la disposition du public durant l'exposition publique afin de permettre à la population de faire part de ses observations quant à l'avancement du projet, organisation d'ateliers thématiques à destination d'habitants ou de professionnels au fil des étapes d'élaboration du projet. La concertation a été organisée conformément aux modalités définies par le Conseil.
mise en ligne d'un article de présentation du projet du registre en ligne sur le site internet de la commune de Sainte-Pazanne du 20-11-2020 au 4-12-2023. Organisation d'une réunion publique en web de la citation sanitaire le 3 novembre 2020. Mise en ligne d'un sondage auprès des habitants pour recueillir leurs avis et suggestions pour la conception du projet du 18 décembre 2020 au 26 janvier 2021. Parution d'un article dans Ouest France le 27 novembre 2020. Publication d'un article sur la ZAC dans le bulletin municipal de janvier 2021. Organisation de 2 ateliers participatifs les 18 janvier et 2 février 2021. Parution d'un article dans Ouest France le 1er février 2022. Exposition en mairie du 5 janvier 2021 au 4 décembre 2023. Ajout d'un nouveau panneau pour présenter l'évolution du projet au 1er septembre 2023. Parution d'un nouvel article sur le site internet de Sainte-Pazanne et sur le profil Facebook de la commune début septembre 2023. La population a régulièrement été informée de la concertation par les différents articles de presse précisés par le site internet et le compte Facebook de la ville et par voie d'affichage dans le hall de la mairie. Je présente désormais au conseil municipal le bilan de la concertation. Aucune observation n'a été portée sur le registre laissé à la disposition de la mairie du 20 novembre 2020 au décembre 2023. 6 observations ont été enregistrées dans le registre en ligne accessible depuis le site internet de la commune du 20 novembre 2020 au 4 décembre 2023. Lors de la réunion publique réalisée en webinaire le 23 novembre 2021 ont été rappelés la démarche, l'état initial de l'environnement, le programme, le périmètre et la procédure retenue pour la mise en œuvre opérationnelle du projet sous la forme d'une ZAC concédée à un aménageur. Lors de la permanence tenue sur le marché de la commune le 15 septembre 2023, suite à l'actualisation de l'exposition sur le projet, les échanges se sont tenus avec une dizaine de personnes. Les 2 ateliers participatifs ont permis d'échanger plus précisément sur les attentes en termes d'espace de convivialité, de services et d'équipements, ainsi que les mesures à développer pour limiter les consommations d'énergie et de gaz à effet de serre dans la ZAC. Les avis et questions ont porté notamment sur les sujets suivants: les impacts du programme de logement sur la circulation par l'augmentation du trafic généré et sur les services de la commune au regard de l'augmentation de la population, les aménagements projetés, les modalités de réalisation du quartier, calendrier, secteur concerné par une première tranche, les modalités d'acquisition du foncier par l'aménageur, les modalités de mise en vente des terrains à bâtir, la prise en compte des enjeux environnementaux, les dispositifs prévus pour assurer la transition avec les parcelles riveraines du projet et limiter les nuisances, volumétrie, paysage, bruit, le programme de logement prévu, sa composition et sa répartition dans le quartier. Les élus, l'aménageur et les techniciens ont apporté les réponses adéquates aux observations émises lors de la réunion publique, puis lors de la permanence sur le marché. Ils ont en outre procédé à un examen exhaustif de l'ensemble des observations et propositions formulées par la population dans le cadre de la concertation. Le bilan est annexé à la présente délibération. Il est précisé que la plupart des observations formulées par la population seront prises en considération dans le cadre de la poursuite des études menées par l'aménageur de la ZAC. Le bilan de la concertation n'est pas de nature à remettre en cause le projet de ZAC. Madame la maire propose au conseil municipal d'approuver le bilan de la concertation préalable et la création de la ZAC. Elle propose également que le présent bilan de la concertation soit mis à disposition du public et consultable sur demande en mairie, aux horaires d'ouverture habituels, ainsi que sur le site internet de la ville. Ces mesures seront mises en œuvre jusqu'à l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions sur la ZAC des Écarilles? Pas de questions, d'observations? C'est un peu dommage qu'on ne discute pas des avis et questions qui ont émergé durant cette consultation. Pardon. Bon, il y a eu quand même pas mal de choses. Parce qu'il est dans l'annexe en fait. Hein. Oui, c'est dans l'annexe, ouais. Je sais que c'est dans l'annexe, mais bon, ça mériterait débat en plénière du conseil municipal. C'est mon avis. Chaque question, l'aménageur a répondu à chaque question auprès des
habitants. Enfin, Je suis d'accord, c'est quand même un projet structurant. Mhm. C'est quand même dommage que ce ne soit pas débattu en conseil municipal. C'est juste. On peut en parler. Hein. Bah, oui, de quoi tu veux débattre plus précisément? Hmm. Oui, de quoi tu veux Bah, débattre, enfin, je veux dire, enfin, si tu veux les 10 questions qui. Enfin, je ne sais pas si c'est 10, hein, mais tous les sujets qui ont été évoqués. Hein. On parle de l'impact du programme sur la circulation, par l'augmentation de la population, tous les aménagements projetés, etc. Bon, ok, ils apportent une réponse. Est-ce la bonne réponse? On peut aussi discuter. Quoi. Il y a une question qui me revient un peu. Là, ils disent bien qu'en fin de compte, l'architecture urbaine sera prise en compte dans l'aménagement. Ils donnent une réponse. Après, sur la partie, il y a une question qui me revient, c'est peut-on construire des logements sociaux sur des zones humides? Ils ont répondu, bah non, quoi qu'il se passe, on ne construit pas sur une zone humide, que ce soit des logements sociaux ou autre chose. Donc ils ont répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées lors de la concertation, enfin sur les questions. Voilà, ils ont apporté une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Eh bien, je vous propose de procéder au vote. Alors, donc, sur le bilan de la concertation, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? 4. Et donc, ok pour la suite. Alors, un autre point concernant les équarriponnières, c'est cette fois-ci l'ouverture de la participation par voie électronique, mise à disposition du dossier d'étude d'impact environnemental du projet de zone d'aménagement concerté. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L311-1 et suivants, vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L123-19 et R123-46-1, vu le plan local d'urbanisme de Sainte-Pazanne approuvé le 28 janvier 2020, vu la délibération numéro 4 du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a validé ses conclusions des études préalables d'aménagement portant sur le secteur dit équarriponnière, a opté pour la procédure de la zone d'aménagement concertée et a défini les objectifs et les modalités de la concertation, vu la délibération numéro 16 en date du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal a dressé et approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC équarriponnière, préalablement au lancement de la consultation d'aménageurs. Vu la délibération numéro 17 du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal a décidé de faire réaliser la ZAC équarriponnière dans le cadre d'une concession d'aménagement. Vu la délibération numéro 10 en date du 28 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal a réouvert la concertation préalable à la création de la ZAC équarriponnière. Vu la délibération numéro 2 en date du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal a dressé et approuvé le bilan de la concertation préalable de la création de la ZAC des équarriponnières, vu l'avis délibéré émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire le 2 octobre 2023 dans le cadre du projet de création de la zone d'aménagement concerté sur le secteur des équarriponnières, considérant qu'une étude de définition et de capacité de ce secteur a été lancée en 2018, elle a permis de déterminer un périmètre d'étude de 29,2 hectares pour l'accueil de nouvelles constructions à vocation d'habitat. Considérant que la suite à l'approbation du PLU révisé en janvier 2020, le site d'étude est classé en zone 1AU dans sa partie sud et 2AUA dans la partie nord, zone à dominante d'habitat destinée à l'urbanisation future et porte sur une superficie de 24,3 hectares, dont 19,1 hectares affectés à la réalisation de logements, selon une densité minimale de 18 à 20 logements et intégrant une part minimum de 15 à 20% de logements sociaux, de locatifs sociaux. Considérant que le projet de création de la ZAC des équarriponnières porte suite aux études sur un périmètre de 24,1 hectares, donc 15,9 hectares aménageables.
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l'environnement, le projet de création de la ZAC des Écailles-Ponnières est soumis à la réalisation d'une étude d'impact. Cette dernière a été soumise pour avis auprès de l'autorité environnementale en août 2023. Considérant que l'article L123-2 du Code de l'environnement dispose que font objet d'une enquête publique, préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L122-1, à l'exception des projets de zones d'aménagement concertés. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L123-19 du Code de l'environnement, les projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique font l'objet d'une participation du public qui s'effectue par voie électronique. La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser le dit projet. Considérant que cette participation permet de mettre à disposition du public le dossier comprenant notamment l'étude d'impact environnemental du projet de ZAC, l'avis de l'autorité environnementale et le mémoire en réponse du maître d'ouvrage à ces avis. Elle permet ainsi au public de prendre connaissance de ces éléments et de formuler ses observations. Considérant que le public sera informé des modalités d'organisation de cette participation au moins 15 jours avant l'ouverture de cette dernière, par un avis, cet avis sera mis en ligne sur le site internet de la commune de Sainte-Pazanne, publié dans les 2 journaux régionaux ou locaux, diffusé dans les départements de la Loire-Atlantique, publié par voie d'affiche à la mairie de Sainte-Pazanne ainsi que sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Les affichages sont réalisés pendant toute la durée de la participation du public. Considérant que la durée de la participation du public par voie électronique ne pourra être inférieure à 30 jours, considérant qu'à l'issue du délai de la participation, le conseil municipal pourra prendre la décision d'approuver la création de la ZAC. Cette décision interviendra après expiration d'un délai minimum de 4 jours à compter de la date de clôture de la consultation, permettant la prise en considération des observations et des propositions transmises par le public. Considérant qu'au plus tard, à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois, la commune rendra publique par voie électronique la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et les propositions déposées par voie électronique, ainsi que dans un document séparé les motifs de la décision. Il est proposé de prononcer l'ouverture de la participation du public par voie électronique dans le cadre de la disposition du dossier d'étude d'impact relative au projet de création de la ZAC des Écailles-Ponnières à Sainte-Pazanne et de valider la publication de tout avis permettant d'informer le public sur les modalités d'organisation de cette participation par voie électronique. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur ces modalités de concertation et encore de recueil des avis, hein, où on peut tous participer en tant que citoyen aussi? Une question, c'est pas tellement sur les modalités, en fait, c'est sur. On parle de densité minimale de 18 à 20 logements, mais on ne parle pas de densité maximale. Peut-être que c'est. Non. En fin de compte, dans le PLH, c'est 18 à 20 logements à l'hectare à Sainte-Pazanne. Et il y a en densité maximale, il n'y a pas de limite. On voit bien typiquement sur la friche de la gare, où on va au-delà de ces 18 à 20 logements hectares. Donc en gros, la densité minimale, c'est ce qui est préconisé par le PLH, mais après, il n'y a pas de densité maximale. Donc du coup, c'est contrebalancé par l'étude environnementale. Enfin, comment on peut garantir qu'à un moment donné, on est tous contraints en disant. Dans la ZAC, ce qui est prévu, c'est 400 logements l'hectare. Dans notre PLU, c'est 400 logements. Après, C'est 400 logements par l'hectare. 400 logements sur l'ensemble de la ZAC, pardon. Et en fin de compte, ces 400 logements-là, normalement, ils sont répartis sur l'ensemble des hectares qui étaient mis à disposition dans le périmètre de la ZAC au début. Sauf que c'est émissé toute la partie des zones humides. Donc automatiquement, on va avoir peut-être un peu plus de densification, étant donné qu'on a plus de zones humides.
Non, bah non, on est plutôt sur les 16 hectares aménageables, en On fait. est sur 15 16 hectares, pour 15 tirer les 15,9. zones humides et toutes les haies, bocages et tout le reste. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, clairement, hein, les services de l'État poussent à... Plus on densifie, mieux c'est. Après, bah, ça, après, le projet, là, on en est qu'aux prémices, et ça sera aussi des discussions qui auront lieu, enfin, sans doute avec un comité de pilotage comme ce qui se fait au niveau de la gare, pour voir un petit peu comment on organise cette densification en fonction aussi de l'emplacement. On voit bien qu'entre la partie au bord de la route des Écarilles et celle qui est beaucoup plus haut du côté du Paradis, bon, voilà, on n'est pas sur les mêmes secteurs, il n'y aura pas les mêmes enjeux, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Donc là, on voit qu'on va ouvrir la politique pour passer à une autre phase de concertation. C'est de comprendre, en fait, à partir de quand on a toujours le pouvoir, mais la capacité de s'exprimer sur la réalisation du projet, nous, en tant qu'élus. Bah, là, effectivement, là, c'est une concertation qui est à destination de la population essentiellement. Après, encore une fois, il y aura un comité de pilotage qui sera mis en place pour l'étude en fait des aménageurs et des propositions qui seront faites. Ouais. Hein, on est d'accord. Après, L'équilibre des pouvoirs dans ce comité de pilotage, il est comment? L'équilibre des pouvoirs. Ben, après, on donne des préconisations. S'ils arrivent. Enfin, et encore une fois, c'est encadré par les normes du PLU. S'ils nous proposent un immeuble de 10 étages, c'est pas possible en fait. Parce que dans le PLU, c'est pas autorisé. Il y a quand même. Ça me fait penser un petit peu au débat qui va avoir lieu là sur la question de la révision du SCOT. Hein, on est sur cette question de 2000 feuilles administratives, quoi. Hein, le SCOT, le PLU, et tout ça, ça participe en fait à cet équilibre-là, quoi. quoi qu'il se passe, dans les plusieurs, il y aura plusieurs tranches sur la ZAC Écarilles-Ponnières. Dans chaque tranche, il y aura un permis d'aménager qui nous sera proposé tous les 2 ans, tous les 3 ans, suivant comment les tranches vont se dérouler. Et ce permis d'aménager, il est forcément soumis à instruction du service instructeur à Pornic et il est validé par la commune. Donc on aura toujours notre moyen d'échanger. Voilà. Et après, il y a la strate aussi qui vient de plus haut, où on peut nous demander de densifier encore plus de ce qu'on avait défini aujourd'hui. Ça peut augmenter, le préfet peut demander à augmenter la densification pour diverses raisons, ou augmenter le nombre de logements sociaux sur une tranche. Donc ça, c'est... Bruno, t'avais... Non. Donc c'est à partir du 15 février que ça sera mis en ligne. Comme on disait, il y a 15 jours entre la délibération au Conseil et... Justement, à la délibération, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, c'est à moi. Donc, la mise en place d'espaces sans tabac, donc une convention espaces sans tabac. Alors, c'est un sujet dont on a déjà parlé, nous, en commission santé-environnement, là, depuis un petit bout de temps. Donc, ça y est, on est finalisé. Donc, on est parti donc, sur les secteurs qui accueillent du public, donc les entrées d'école, la maison de l'enfance, et voilà. Alors, je vous expose donc que chaque année, on déplore un nombre très élevé de décès liés au tabac, 75 000, dont 45 000 par cancer. On estime que sans tabac, près d'un tiers des décès par cancer pourraient être évités. La lutte contre le tabac constitue donc un enjeu majeur de santé publique. L'interdiction de fumer est déjà en vigueur dans notre quotidien, comme le prévoit la loi, dans les lieux fermés et couverts, accueillant du public, dans les transports en commun, dans les aires de jeux collectives. Pour aller plus loin, tout en étant en cohérence avec le plan national de lutte contre le tabac 2023-2027, la municipalité envisage de demander la labellisation d'espaces publics extérieurs définis comme espaces sans tabac, des espaces délimités en partenariat avec le comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer. L'objectif de cette mesure réglementaire est non seulement de freiner l'initiation au tabagisme chez les plus jeunes, mais aussi d'inciter les fumeurs à arrêter la cigarette. Il s'agit de dénormaliser le tabac. La dénormalisation vise à changer les attitudes face à ce qui est généralement considéré comme un comportement normal ou acceptable.
Quand les attitudes changent, le comportement change aussi afin de rester acceptable aux autres. Le dispositif contribue à la protection de l'environnement. En effet, les filtres des mégots de cigarettes ne sont pas biodégradables et mettent des années à disparaître. Les espaces identifiés sont des espaces fréquentés par les familles et les jeunes enfants, à bord des écoles et structures accueillant des enfants. Il est proposé d'interdire la consommation de tabac, cigarettes électroniques ou tout produit à fumer ou inhaler dans les parvis, espaces verts et cheminements piétonniers des 5 espaces suivants. L'école publique Maurice Pigeon sur le site 1, allée de l'Escale, l'école publique sur le site 2, rue Françoise Dolto, la maison de l'enfance Pas à Pas, rue Françoise Dolto, l'école privée Notre-Dame de Lourdes au niveau de ses 2 entrées, rue de la Nantaise et rue de Bazoin. Les modalités de labellisation sont décrites dans la Convention. Les engagements des parties portent notamment sur la rédaction d'un arrêté municipal définissant les sanctions et les corps de contrôle en charge du respect de l'interdiction de fumer sur les 10 espaces. La matérialisation des espaces par du mobilier et un panneau explicatif. La constitution d'un groupe de travail pour le suivi de l'opération Espace sans tabac. L'organisation d'actions de sensibilisation et de prévention menées auprès des agents municipaux et de la population. Voilà, donc il est proposé de m'autoriser à signer la convention de partenariat avec le comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer. Je voulais juste rajouter qu'on a commencé donc effectivement les actions de sensibilisation auprès donc des personnels du périscolaire et de la cantine. Voilà, pour partager un petit peu cet objectif qui modifie un petit peu certains comportements, puisque l'idée qui est vraiment plus que les fumeurs, en tout cas, ne soient plus visibles des enfants. Donc ça va nécessiter aussi des aménagements de notre part. Et puis vraiment faire en sorte que dans tous ces espaces d'attente, la cigarette soit proscrite. Est-ce que vous avez des questions? Une question d'Emmanuel. Je n'ai pas entendu. La maison des jeunes, tu veux dire? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On est parti là effectivement d'équipements communaux, peut-être. C'est une première question. La maison de l'enfance, pour le coup, elle est effectivement de compétences interco comme la maison des jeunes. Après, l'idée est vraiment d'étendre à des parcs et tout ça. On a été sur des endroits qui sont aussi où on peut un petit peu, restreindre l'espace, parce que faire des plages sans tabac ou ce genre de choses, les délimitations sont claires. Là, on a essayé d'être assez large. Ça a vocation à s'étendre, que ce soit à la maison des jeunes, au niveau des infrastructures sportives aussi. On est parti des endroits qui nous semblaient le plus facilement acceptables pour aussi travailler petit à petit cette question de la communication et de l'acceptabilité par l'opinion, par les habitants. Certainement, il va y avoir au niveau du collège le même aménagement, mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'il y ait une cohérence sur tous les lieux accueillant du jeune public, que ce soit la piscine, les équipements sportifs. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait une cohérence et plus de lisibilité pour la population aussi. Du coup, c'est intéressant que pour l'instant, on n'a pas eu d'écho du département dans ce sens-là, mais c'est sûr que si tout le monde s'y met... Pardon, là, sur nous, tous ces bâtiments publics, donc c'est-à-dire que le bâtiment de l'EDS, pareil, de la même manière concerné. Après, c'est la question en fait du parvis et de ce qui est parvis, trottoir et tout ça. Là, nous, on essaye d'aller effectivement au plus large, et c'est sûr que... voilà. Mais l'interdiction de fumer dans les lieux couverts, clos, a été une première étape. Là, on est aux abords des écoles. Je pense qu'on verra comment les retours qu'on a un petit peu là-dessus. C'est intéressant ce discours-là, parce que quand on a fait la réunion de sensibilisation, du coup, plutôt avec les agents, la question c'était plutôt mais comment faire si c'est pas respecté, tout ça. Mais voilà, donc c'est intéressant d'avoir tous ces points de vue, quoi. Est-ce que vous avez un retour d'expérience de communes qui l'ont déjà mis en place? Alors ça débute tout juste à l'échelle de l'agglo, donc il y a des plages. Il y a Chauvet qui a commencé dans un parc et puis aux abords de l'école. C'est en cours. Après, on voit bien que la législation globale va dans ce sens-là aussi. Donc, mais non, on n'a pas de retour plus que ça. C'est le tabac et le vapotage.
Ouais, c'est tout ce qui s'est C'est écrit. l'ensemble, tout ce qui est inhalé. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Très bien. Alors, le point suivant, réduction de la présence de déchets issus du tabac, contrat avec le collectif Alcom. Donc là, juste en élément de compréhension, super ce visuel. Vous connaissez sans doute plus facilement Citeo. Citeo, c'est l'éco-organisme qui s'occupe du recyclage des emballages. Et donc, Alcom, c'est un éco-organisme qui est beaucoup plus récent et qui s'occupe d'aller donc récupérer en fait des fonds auprès des fabricants de tabac pour participer au recyclage ou en tout cas à la gestion des déchets pour le tabac. Il y a eu tout un temps de mise en place en fait de cet éco-organisme puisqu'il y avait une question de compétences. Est-ce que on pouvait contractualiser avec Alcom en étant simplement gestionnaire des voiries du nettoyage, ou est-ce qu'il fallait être en gestion de tout ce qui était déchets? Donc, ce qui n'est pas notre cas. Donc, ça a changé depuis peu. Donc, comme on est gestionnaire du coup du nettoyage des voiries, on peut contractualiser à présent avec Alcom. Donc, le collectif Alcom est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021 pour charge de la responsabilité élargie des producteurs, la REP, de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac, relevant du 19e article de l'article L 541-10-1 du Code de l'environnement, de leur obligation de responsabilité élargie. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits du tabac, schématiquement appelés mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Alcom a comme principal objectif la réduction de la présence des mégots dans les espaces publics à hauteur de 20% de réduction d'ici 2024, 35% d'ici 2026 et 40% d'ici 2027. Les actions en perspective pour Alcom sont la sensibilisation, avec la fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, l'amélioration avec la mise à disposition de cendriers, le soutien avec un soutien financier aux communes qui s'engagent, et d'assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés sélectivement à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Dans ce cadre, Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. Ce contrat prévoit l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques, l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. Alcom apportera un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation conformément au contrat. La commune de Sainte-Pazanne dispose de la responsabilité de nettoiement des voiries. Il est donc proposé de contractualiser avec Alcom et de m'autoriser à signer le contrat type entre la ville de Sainte-Pazanne et Alcom pour la durée de l'agrément. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et vu les articles L 541-10, 10.1, 19 du Code de l'environnement. Oui, je voulais juste rajouter qu'on avait déjà fait des actions, vous savez, les petits pochoirs, là, ici commence la mer ou ce genre de choses. Là, Alcom, en fait, c'est un soutien financier pour organiser cette gestion. Alors, vous savez que dans le cadre des journées de nettoyage de la planète et tout ça, les mégots, c'est quand même assez fréquent sur la commune. Pour autant, il faut quantifier, c'est quand même pas facile parce qu'on n'est pas sur une gestion sélective comme il le demande. Et donc, cette structure met à disposition des cendriers de rue à hauteur de 1 pour 1000 habitants et subventionne aussi à hauteur de 1,08 € par habitant. Voilà. En contrepartie, nous, on doit leur fournir effectivement des données. Et si on ne leur fournit pas des données, voilà, on peut avoir notre contribution peut être diminuée à hauteur de maximum 15%. Toutefois, si on ne demande rien, du coup, on passe à côté de ces plus de 7 000 euros, plus de 6 000 euros. Voilà, donc c'est un projet qui est un peu en lien du coup avec la question des espaces sans tabac. On espère minimiser au maximum
les mégots dans l'espace public, et on espère aussi pouvoir les concentrer et les récupérer en fait. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Ah, Emmanuel, je me suis dit que c'est toi qui allais aller lire les 31 pages du contrat, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter justement de la journée de nettoyage pour recenser les lieux où il y a... Les hotspots, ouais. Alors, on a effectivement, on a quelques infos là-dessus, mais on pourra effectivement en profiter en septembre. C'est une bonne idée pour faire ça. Ce qui nous indique un petit peu ce qu'on a déjà pu observer, c'est vraiment tout ce qui était les lieux d'attente. Les lieux aussi, tu vois, moi je pensais ce matin, là, par exemple sur le quai de la gare, on a il n'y a pas de cendrier, quoi. Il y a des poubelles, mais il n'y a pas de cendrier. Et donc, un des dispositifs qu'ils proposent, c'est simplement de rajouter ce qu'ils appellent des étais noirs, en fait, sur les poubelles, quoi, pour que les mégots aillent au bon endroit. S'ils ne peuvent pas être collectés séparément, qu'ils aillent en tous les cas dans la poubelle et pas au sol, quoi. Donc, ouais, tout à fait, il y a des choses à faire à ce niveau-là pour récolter de la donnée et récupérer toute l'entièreté des subventions. Bonne idée. Et on a une idée des subventions? Ah oui, c'est 1,08 € par habitant. Donc sur la base de 7300 et des bananes. Donc voilà. Voilà, il y a de quoi faire plusieurs journées de nettoyage. Alors donc eux, ils les récupèrent donc à partir de 100 kg massifiés. Je ne sais pas si vous visualisez ce que ça peut faire 100 kg de mégots. Il faut un gros espace de stockage du coup. Donc voilà. Après, je ne sais pas effectivement s'ils sont en lien avec après, c'est des sociétés privées du coup qui sont sur le recyclage de mégots, mais là, on est vraiment sur deux dispositifs différents, parce que là, en l'occurrence, la société Mégots qui est dans le secteur fait ça depuis longtemps, mais ils font payer les collectivités pour venir chercher les mégots. Là, Alcom, du coup, ils ont été chercher les financements auprès des tabatiers et ils proposent cette prestation-là aux collectivités, quoi. Voilà. D'autres questions, observations? Donc du coup, il faut voter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point 6, l'exploitation du marché communal d'approvisionnement. Autrement dit, les marchés du vendredi et du jeudi soir. Donc, la délégation de service public pour l'exploitation du marché communal d'approvisionnement, passée entre la commune et la société Sogema, arrive à échéance le 31 mars 2024. Afin d'assurer la pérennité du marché communal d'approvisionnement, le conseil municipal doit se prononcer dès à présent sur le futur mode de gestion de ce service public. Le montant de la délégation étant inférieur à 5 225 000 €, je vous propose de recourir à la procédure simplifiée de passation des contrats de concession en vue de déléguer l'exploitation du service du marché communal d'approvisionnement par affermage. Pardon. Le recours à la gestion déléguée pour l'exploitation du service du marché d'approvisionnement présente de nombreux avantages par rapport à la régie directe, et notamment la responsabilité de l'exploitant, c'est une personne privée, l'expertise d'une société spécialisée dans la gestion des marchés d'approvisionnement, la recherche par le prestataire d'une optimisation de gestion et le respect par le prestataire d'obligations précises de service public. Le recours à l'affermage, système dans lequel le délégataire gère le service à partir d'installations mises à sa disposition par la commune, semble être la solution juridique la plus appropriée. Le contrat aura une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2024. En conséquence, je vous propose de lancer une procédure de passation d'un contrat de concession sous la forme simplifiée en vue de déléguer l'exploitation du service du marché communal d'approvisionnement par affermage. Le rapport préalable en pièces jointes présente les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. Voilà, c'est à peu près clair? C'est à peu près clair. Donc on a un prestataire aujourd'hui, la Sogemar, qui gère donc nos marchés avec un placier qui est là pour encaisser les emplacements et placer du coup les commerçants abonnés ou je vais toujours pas retrouver, pas abonné. Occasionnel, c'est ça, occasionnel, c'est ça le terme. Voilà, donc il faut reconduire ce marché, en tout cas des marchés, voir qui est toujours intéressé par ça, puisque voilà. Il nous semble que ça reste quand même plus évident de passer par un prestataire extérieur que de mobiliser du coup des agents
pour effectuer ce travail-là et voilà, s'assurer aussi du renouvellement des commerçants et ce genre de choses. De ce qu'on en récupère, alors on a eu le bilan il n'y a pas très longtemps. J'aurais tendance à dire moins de 50 000 euros, moins 30 000 euros. Il me semble que c'est autour de 30 000 euros, ce qu'on récupère à l'année en fait. Le contrat, il est toujours donné, il est toujours sur une durée de 5 ans ou il peut être réduit C'est une bonne question. Tu peux te dire. Parce que là, on repart pour 5 ans, c'est ça? On repart quand on aura retenu du coup un prestataire. Ouais. D'accord. Non, il y en a d'autres. Il y a des communes autour de nous qui ont changé de prestataire récemment. Qui avait Sogémar avant? Municipal qui Non. récolte, non? Non, c'est un prestataire. C'est un prestataire. Ils ont changé de prestataire, mais c'est un prestataire D'accord. toujours. Il y a des endroits, c'est la police municipale. Oui, tout à fait. Il y a des endroits où c'est la police municipale et où il y a du coup une régie qui est ouverte. C'est ce qu'on disait. Mais bon, on vient de faire le point avec nos ASVP, du coup, bon, ça nous semble Pour 30 compliqué. 000 euros par an, peut-être qu'on peut en avoir un de plus, en fait, qui compenserait ça. Je ne sais pas. C'est une idée. Si on récupère ces 30 000 euros, ouais. Stéphane, Nico ? C'est bon ? Alors, est-ce qu'il y a du coup des oppositions à retenir la solution de l'affermage comme mode de gestion, à lancer une procédure de passation et à m'autoriser à signer tous les documents? Des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Et je repasse la parole à Nathalie pour le tableau des effectifs. Alors, conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il est proposé de créer un poste à temps plein de rédacteur principal de 2e classe affecté aux missions de direction de l'école de musique, ce qui permettrait à l'agent un détachement en administratif si elle le souhaite pour bénéficier du régime indemnitaire. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Est-ce qu'il y a des oppositions à créer ce poste? Pas d'opposition. Des abstentions? Moi, c'est juste parce que la phrase, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Je me sens totalement incompétent pour fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Ouais, c'est la phrase type qui est là, je pense, depuis 2020, effectivement, qu'on est là sur cette. Ouais, que tu le lis peut-être, c'est ça. C'est ça, mais ça n'empêche pas de pouvoir en discuter avec, voilà, en l'occurrence, Nathalie et les autres services par rapport aux créations. Donc j'ai fait voter? Non. Est-ce qu'il y a des observations? Non, non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Il me semblait pas non plus. Une abstention. Une abstention, du coup, je sais bien. Pardon, c'était au moment de l'abstention. Donc il y a une abstention. Très bien. Merci. Et donc on continue avec Nathalie sur un contrat d'apprentissage au service Espace Vert. Donc, l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Il incombe à la collectivité de prendre en charge le coût de la formation et les frais annexes. Il est proposé au conseil municipal d'avoir recours au contrat d'apprentissage pour l'année 2024-2025, préparant au certificat de spécialisation en aménagement paysager. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée,
portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du travail. Vu le décret numéro 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à son expérimentation dans le secteur public. Vu le décret numéro 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, vu la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, vu le décret 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, considérant l'avis du comité social territorial en date du 14 novembre 2023, considérant que cette démarche nécessite de nommer un maître d'apprentissage au sein du personnel communal, que celui-ci aura pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti de compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier, que le maître d'apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation des apprentis, que de plus il bénéficiera du NBI, nouvelle modification indiciaire, de 20 points, considérant qu'il revient au Conseil de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Donc, il revient à la collectivité de prendre en charge le coût de la formation et les frais annexes. Il est proposé de recourir aux apprentissages et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions, Emmanuel? Combien ça coûte? J'ai pas calculé avec le NBI de 20 points. En fin de compte, ça, tout dépend de l'âge de l'apprenti. Que plus l'apprenti est âgé, plus on a un pourcentage élevé, 50%, 70%, 100% du salaire, voilà, du SMIC. Et après, les frais de formation, ça dépend des écoles. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire un montant exact. Mais ça peut aller de... Oui, on avait calculé. On avait le tableau autour de 10 déjà entre 3 et 8 000 euros, ça dépend s'il y a des frais d'hébergement ou pas. 3 à 8 000 euros des frais. Plus le salaire. Et après, ça dépend si c'est une personne RQTH. Il y a des subventions qu'on peut aller chercher auprès de certains organismes. Donc, c'est très difficile tant qu'on n'a pas la personne. C'est très... Ouais. Et c'est une demande des... Alors, effectivement, on en a parlé donc en comité social et technique, de cette question-là d'apprentissage qu'on a eu, de l'apprentissage en cuisine cette année. Et on voit bien que là où on a des difficultés à recruter, c'est plutôt sur les services techniques. Donc, c'était un choix, effectivement, de leur proposer et de voir sur quelles équipes, en fait, on était susceptible d'avoir des maîtres de stage, quoi. L'idée, c'est pas du tout d'imposer. Donc, au niveau des espaces verts, ils étaient volontaires pour encadrer. Donc ça s'est positionné comme ça pour cette année. Après, on souhaite rester sur un apprenti et pas forcément en avoir dans tous les services. Voilà. Et sur la question de l'encadrement et du financement. Donc voilà, ce que ça répond à ta question. L'idée, c'est pour moi en tout cas, particulièrement sur ce service-là, mais c'est valable sur les autres services, c'est aussi cette question de l'ouverture sur l'extérieur et de donner à voir un petit peu ce qui se fait au sein d'une collectivité. Voilà, on est parfois, en l'occurrence, les espaces verts n'ont pas toujours bonne presse. Toutefois, une fois qu'on est dedans et qu'on voit ce qu'ils font, on voit que ça peut être intéressant effectivement pour des jeunes en formation. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations?
On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté. Alors, le point 9, les décisions L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vous informe des décisions prises dans le cadre de ma délégation. Donc, une décision du début janvier concernant l'extension de la bibliothèque et de l'école de musique, attribution du lot numéro 3 à la SARL Douillard en remplacement de Vibois. Ça, c'était des questions de délai, il me semble, et d'impossibilité de répondre en fait à ce à quoi ils s'étaient engagés, au marché auquel ils avaient répondu. En fait, l'entreprise Vibois ne pouvait plus répondre. Du coup, on a attribué à la SARL Douillard, qui devait être arrivée deuxième avec des conditions à peu près similaires. Voilà, et donc toujours sur l'extension de l'école de musique. Travaux en plus et en moins-value à la demande de la maîtrise d'ouvrage, montant de l'avenant donc de 16 376,09 €. Nouveau montant du marché, 376. Ah, il y a un chiffre en trop là. Je sais pas. C'est le 3 qui est en trop? Allez, on va dire que le 3 est en trop. 376 234,03 hors taxe. Plus 4,55. Alors ça, rappelez-moi, c'était la plus-value par rapport? C'est la plus-value par rapport à Vivois, justement. Ah oui, c'est la plus-value qu'on vient de voir. Ok, Ouais. très bien, parfait. Comme c'était le deuxième qui était... c'est la différence qu'il y avait entre les deux lots. Et comme ça rentrait dans l'estimation faite par l'architecte, donc c'est pour ça qu'on avait pris le deuxième, même s'il était plus cher. Ok, donc ça c'était plus pour info. On passe donc au droit de préemption urbain. Je vois que Denis est déjà prêt. Et donc on va au 56 avenue des Érables. Voilà, il y a deux parcelles. 19 rue de la Guinguette. Guignette, pardon. On va faire la fête? Enfin, je suis bien mûr là pour aller danser, comme vous remarquez. Ensuite, 34 rue de l'Hôtel de Ville. C'est quoi ça? Inter, impasse de la Deloire. 1 avenue des Bouleaux. Le 2B, allée de la Cure. Une grande parcelle avec une petite parcelle. Et le 25 rue de l'Hôtel de Ville. Ok. Dans les questions et informations diverses, l'agenda, les dates à retenir. J'ai été un petit peu vite. Dans les questions diverses, il y avait donc, vous rappelez la journée citoyenne 2024, c'est que vos idées de chantier sont toujours les bienvenues. Il y a encore des boîtes disponibles chez les commerçants et via le site internet. Ensuite, la création d'espaces sans tabac, il y aura. Alors, je ne sais pas si ça va être plus tard. On va faire dans l'ordre. Donc, au théâtre, dimanche prochain, La petite fille dans la poubelle, à 15h, spectacle jeune public. Pas jeune public. Spectacle tout public. Aussi. C'est pour les adultes aussi. Et alors un autre rendez-vous, enfin voilà, important du coup, qui est organisé par le pôle d'équilibre territorial et rural, le PETR, à Sainte-Pazanne le 8, au théâtre, à 20h, du coup, un ciné-débat, à l'occasion donc de la révision du schéma de cohérence territoriale du SCOT. Est-ce que tu as une autre page, Denis ? Donc le recensement de la population est toujours en cours jusqu'au 17 février 2024. Donc rassurez votre entourage et accompagnez ceux qui n'y arrivent pas au niveau numérique. France Service est à leur disposition aussi pour les accompagner. Et en cas de souci, donc des feuillets papier leur seront distribués. Donc la journée citoyenne, ça je l'ai dit. Et donc la création d'espaces sans tabac, on en a parlé donc tout à l'heure. Donc on se doutait que vous seriez plutôt favorable à cette proposition. Et donc on a déjà programmé la signature officielle de la convention avec le comité 44 de la Ligue contre le cancer le mercredi 14 février à 11h sur le parvis du groupe scolaire Maurice Pigeon, site 2.
Et le prochain conseil municipal donc, aura lieu le mardi 20 février 2020 à 20h30 en mairie. Et s'il n'y a pas de questions diverses, je déclare la séance close.